chers amis, bonsoir. Chers et chers amis, bonsoir. Donc, en partenariat avec nos amis de l'Association des Ultramarins de la région Sud, du CRHI, c'est le Centre de recherche historique des idées de l'Université de Nice, donc nous proposons ce soir cette conférence avec Lilian Thuram que vous venez d'applaudir. Sur le thème « On n'est pas raciste, mais on le devient ». Donc, avant de passer le ballon, plutôt la parole, quelques informations sur l'association Les Amis de la Liberté. Cette appellation, je veux rappeler celle d'un club de 1780, les Amis de la Liberté de l'Égalité, auquel adhéra Jean-Dominique Blanqui, un des 3 députés de la Révolution, a demandé à la Convention de rattacher le comté de Nice à la jeune République française. L'objectif de notre association, c'est l'éducation culturelle populaire. La diversité de nos conférences répond à cela. Par exemple, pour 2019, après la République et la démocratie par Pénaruis, ensuite les polluants industriels, le populisme, la prochaine, c'est la semaine prochaine, donc jeudi, à la salle des associations à Garibaldi, c'est économie, alimentation et écologie. Il y aura aussi une autre conférence, une approche physico-zététique de la nature par Henri Brock. Ensuite, la lutte des idées à l'âge néolibéral par la philosophe Isabelle Garot. Et il y aura aussi une conférence sur l'informatisation et les GAFAM. On en parle beaucoup. Vous savez, ces sociétés qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui ne payent pas d'impôts en France. Google, Facebook, Amazon, etc. Le 1er juin, il y aura sur la biotique l'intelligence artificielle par le généticien Axel Kahn, de renommée internationale. Et pour l'automne, les programmes sont en train de se finaliser. Il y aura Jean Ziegler, Pinson Charlot, et de plus, nous organisons des séminaires chaque année. Et cette année, c'est sur le néolibéralisme qui devait se tenir ce soir, que nous avons reporté pour la semaine prochaine par rapport à la venue de Lilian. Pour plus de précisions sur ce programme, nous avons des programmes à votre disposition. Ce sera plus facile, il y a les dates et le contenu. Je vais passer donc la parole à Lilian Thuram. Sa citation « On n'est pas raciste, mais on le devient ». La réponse serait-elle comme la citation d'Erasme, grand philosophe, scientifique, humaniste du XVe siècle, qui disait « On ne naît pas homme, mais on le devient ». Donc voilà, c'est l'éducation, la culture sur tous les fronts est une nécessité absolue pour l'humanité. Et nous sommes confrontés aujourd'hui à toute cette xénophobie, l'homophobie, l'antisémitisme, les attaques contre les lieux de culte, églises, mosquées, synagogues, donc, et le machisme, on voit un peu aussi. Donc après la conférence sera suivie d'une séance de dédicace des derniers ouvrages de Lilian, notamment de son livre hommage à Nelson Mandela. Donc je reprends le ballon, non, je vais repasser le ballon, pardon. Après, donc je ne vous présente pas Lilian Thuram, mais après, donc, vous avez vu une brillante carrière internationale de footballeur par un titre de champion du monde, et donc Lilian a pris la tête d'une fondation d'éducation contre le racisme. Donc je vais laisser la parole à Lilian. Pardon, Dario, je t'en prie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être présents ce soir. Je sais que c'est un peu compliqué de s'accueillir dans la ville de Nice. Lilian, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Les Amis de la Liberté, la Fédération des associations d'outre-mer Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je voulais remercier également les présidents d'associations présents aujourd'hui. Je voulais remercier également, elle est malheureusement absente, elle est représentée par Ariane Petit, Madame Catherine Leroux, qui s'occupe de la politique de la ville, qui nous aide, le partenaire, la ville de Nice, le conseil départemental, le conseil régional et le ministère des Outre-mer.
Voilà, ceci étant fait, vous êtes là pour Lilian. Voilà, Lilian, on s'est rencontrés dans la Fondation pour la mémoire de l'esclavage à Paris. Voilà, on a essayé de faire un petit bout de chemin pour que cette fondation voie le jour. Lilian est parmi nous pour parler de racisme, et vous savez ô combien en région, pour Pascal Côte d'Azur, et dans d'autres régions aussi bien sûr, que quand on est différent, c'est difficile. Être différent, c'est pas uniquement la couleur de peau, ça peut être culturel, ça peut être pour des raisons sociales, et Lilian sera même de vous expliquer ça avec brio. À toi, Lilian. Tout d'abord, bonsoir. Je ne sais pas si je suis capable, avec brio, de répondre à toutes ces questions. On va essayer quand même. Ben, écoutez, je suis ravi d'être ici. Effectivement, j'ai été joueur de foot il y a très très longtemps de ça. Et j'ai créé cette fondation en 2008. Et l'idée pour moi est très simple, parce que très souvent, je pense que les gens pensent que c'est très compliqué de parler du racisme, en fait. Et moi, je ne trouve pas. Par exemple, vous venez de dire qu'on n'aime pas les différents. Ben, c'est intéressant parce que chacun de nous ici, nous sommes différents l'un de l'autre. Donc en fait, ce n'est pas la différence qu'on n'aime pas. C'est une construction d'une certaine différence. C'est-à-dire que très souvent, je vais dans les écoles, comme par exemple ce matin, j'étais dans un lycée à Nice. C'est donner à comprendre que le racisme, c'est avant tout une façon de penser. Et que nos façons de penser sont liées à des conditionnements successifs, en fait, emmenés à se dire, voilà, ce que je pense, il y a une histoire derrière tout ça. Si vous considérez des personnes comme différentes parce qu'ils ont une couleur de peau différente, mais c'est parce qu'en fait, il y a un conditionnement historique qui vous emmène à vous penser à travers votre couleur de peau. Et chacun de nous, nous sommes amenés à le faire. Parfois, on ne se rend même pas compte. La question à savoir, qu'est-ce qui fait que chacun de nous, parfois, nous sommes enfermés dans des préjugés? Je vous raconte une histoire sur le conditionnement qui peut vous emmener à ne pas percevoir certaines choses. Dernièrement, j'étais en train de réfléchir sur comment expliquer le racisme le plus simplement possible à des amis. Et donc, je me dis, tiens, je vais appeler un copain pour parler de ça avec lui. Je lui dis, Franck, voilà, j'aimerais te poser une question. Il me dit, ah ouais. Je dis, bah écoute, est-ce que tu as le sentiment d'être blanc? Il me dit, ah bon? Ben non. Je lui dis, mais Franck, je suis noir. Il me dit, ben ouais. Je lui dis, ben si je suis noir, toi t'es quoi? Bah normal. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, je vous dis, attention, c'est mon frère. Si on avait le droit de choisir des frères, je choisirais lui comme frère. Donc il n'y a rien de négatif derrière. En fait, il faut questionner la norme. Et très souvent, la norme ne se questionne pas. C'est une évidence. Je suis ce qui est juste et l'autre ne l'est pas. Mais c'est une histoire. C'est lié à une histoire, et c'est pour ça que je dis que très souvent, il faut comprendre l'histoire qui nous constitue. Et parfois, nous sommes enfermés dans des histoires anciennes. Nous sommes enfermés dans la hiérarchie qui est liée à la couleur de la peau. Et chaque génération reproduit ces hiérarchies par habitude. Nous sommes enfermés dans la plus vieille hiérarchie qui existe, la hiérarchie entre les hommes et les femmes. Ce matin, dans une école, je disais, qui peut me dire s'il a été en contact de la hiérarchie entre les hommes et les femmes? Donc je pose la question à un jeune garçon, je lui dis, est-ce que tu es conscient autour de toi qu'il y a cette hiérarchie? Il me dit, bah non. Je lui dis, mais t'es pas conscient qu'il y a une hiérarchie entre les hommes et les femmes? Non. Je lui dis, mais tu vis avec tes parents? Oui. Ton papa, ta maman? Oui. Je lui dis, mais par exemple, quand tu es à la maison, qui fait plus de corvées dans la maison? Il me dit, c'est maman. Je dis, bah, tu vois bien que tu es en contact avec cette hiérarchie. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant dans toute hiérarchie, c'est ceux qui sont dominés font plus de corvées. C'est-à-dire que, en fait, presque certains se sentent dans une situation où ce sont les autres qui doivent faire les corvées.
et ça finit par être naturel. Et donc en fait l'idée c'est vraiment prendre conscience de cela, c'est-à-dire d'où je parle. Et très souvent on ne se pose pas la question d'où on parle. On est persuadé que d'où on parle, c'est la vérité. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, je vais noter C'est mal ça. Dans l'espace, il n'y a pas de différence. il y a quelqu'un qui suit. Ben, en fait, vous savez, quand je montre cette carte aux enfants, en fait, il y a un vrai débat. Et donc, les enfants, ils s'engueulent. Ils disent, non, mais c'est pas la bonne carte, mais tu vois bien que c'est écrit comme ça. Et en fait, sur l'idée du conditionnement, comment on nous emmène à percevoir les choses. Et très souvent, sur les cartes traditionnelles que nous connaissons, en fait, l'Europe est placée au centre. Ce qu'on ne sait pas, c'est que l'Europe est agrandie. L'Amérique du Nord est agrandie, et la Russie paraît plus grande que l'Afrique. Parce qu'en fait, l'Afrique est rétrécie, l'Amérique du Sud aussi. Et donc l'idée, c'est pourquoi on nous impose cette façon de penser le monde. Parce que c'est pas anodin. Et ce matin, un enfant me dit, bah, oui, mais parce que ce sont les Européens qui l'ont fait, bien évidemment. Et donc l'idée, sur cette carte traditionnelle, c'était questionner notre façon de penser. Est-ce qu'on peut regarder les choses différemment? Et comme vous dites, effectivement, chacun de nous, on se dit pas, tiens, mais la Terre, en fait, c'est comme un ballon de foot, en fait, on pourrait le regarder dans n'importe quel sens. Non, on n'y arrive pas, en fait, parce qu'on est persuadé que c'est comme ça. Et donc l'idée du racisme, c'est ça, c'est changer notre façon de percevoir les choses. Et tant qu'on ne va pas questionner notre façon de nous percevoir, on va faire des groupes. Et quand vous faites de la psychologie sociale, et n'importe quel groupe que vous allez faire, sur n'importe quel domaine, vous allez favoriser votre groupe. C'est ça la réalité. Parce qu'on va vous dire, il y a eux, il y a nous. Et je disais ce matin aux enfants que si par exemple je prenais un enfant par hasard, je lui donnais un sac de bonbons en lui disant vas-y, distribue les bonbons dans la classe, et comme il y avait une centaine d'enfants, donc des classes différentes, et bien cet enfant-là allait donner plus de bonbons aux élèves de sa classe. C'est évident. Et donc en fait l'idée dans l'éducation, c'est est-ce qu'on peut se percevoir faisant partie du même groupe, le groupe des êtres humains. Mais c'est pas évident, parce que effectivement, vous êtes tous ici de très bonne volonté, mais il faut quand même éduquer les enfants à savoir que autant il y a des gens qui dénoncent les injustices, il y a des gens de l'autre côté qui voudraient garder les inégalités dans une société. Parce qu'on oublie toujours ça, c'est-à-dire que pourquoi le sexisme existe, c'est parce que ça avantage les hommes. C'est pas plus stupide. Hein. Et le racisme existe aussi parce que ça avantage certaines personnes. Si vous me discriminez sur ma couleur de peau, les personnes qui ne sont pas de ma couleur de peau seront avantagées. Et c'est ce qui est très compliqué. En fait, ce qui est très compliqué, c'est pouvoir un moment, je pense, nommer le groupe dominant. Parce qu'en règle générale, c'est extrêmement tabou de nommer les personnes qui sont avantagées. Là aussi, je vous raconte une histoire. J'avais été invité dans un ministère et on fait un tour de table où chacun se présente. Et moi, je dis, voilà, je travaille sur les schémas de hiérarchie dans la société. D'ailleurs, autour de la table, ce qui est très intéressant, c'est les hommes et les femmes. Et là, le président de l'Assemblée regarde en disant, oui, effectivement, c'est vrai, monsieur Thuram, vous avez raison, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et moi, je lui dis, mais non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a trop d'hommes. Et les hommes, ils m'ont regardé, ils ont dit, celui-là, on va le faire peut-être arrêter. Parce qu'en fait, on ne nomme jamais les dominants.
Et vous pouvez retrouver ces schémas de pensée dans tout type de discrimination. C'est-à-dire que, dernièrement, j'ai écouté un président, on ne va pas le nommer, qui expliquait que sur un certain continent, on faisait trop d'enfants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont trop nombreux sur Terre. Et il faudrait peut-être réduire leur nombre, parce qu'en fait, ça met en péril la survie de l'humanité. Mais la réalité est que ceux qui mettent en péril la survie de notre Terre, ben c'est les minorités de gens dont nous faisons partie, parce que nous consommons trop. C'est-à-dire que la grande majorité des gens ne savent pas que si tous les habitants de la Terre consommaient comme un Français ou une Française, il faudrait 3 terres. Mais, dans l'absolu, les gens disent il y a trop de certains, mais ne se posent jamais la question sur eux. Et donc, pour moi, l'idée, c'est effectivement questionner notre façon de penser. Parce que les informations que nous avons, très souvent, nous emmènent à délégitimer certaines personnes. Ils ne sont pas légitimes. Pourquoi ils ne sont pas légitimes? Parce qu'ils sont sans papier. Ah bon? Oui, ils ne sont pas comme nous. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes droits que nous. Pourquoi? Tu vois, c'est des migrants quand même. T'es sérieux, quoi? Non, c'est des êtres humains comme nous. Non, ils ne sont pas comme nous. Et donc, on invente des catégories pour pouvoir exclure certaines personnes. Et je rappelle que vous ne pouvez pas exclure des gens sans la violence. La violence symbolique ou la violence physique. Et très souvent, historiquement, ça passe par la construction de lois pour délégitimer certaines personnes. Et en règle générale, les personnes qui interviennent pour dire « mais cette société n'est pas juste », eh bien, ces personnes-là sont aussi violentées en disant « ce que tu fais est injuste ». C'est très intéressant, par exemple, vous avez cité des dates, je crois que c'était le XVIIe siècle ou le XVe, le XVe. Depuis le XVe siècle, et même avant, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui construisent l'égalité. Mais très souvent, ces personnes-là ont été mis au banc de la société pour délégitimer le fait de pouvoir changer les choses. Et je disais ce matin encore une fois aux professeurs dans les écoles, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir apprendre l'histoire des luttes pour l'égalité. Parce qu'il y a une histoire des luttes pour l'égalité. Et je pense que si chacun de nous, nous étions conscients de cette histoire-là, on pourrait plus facilement comprendre que chacun de nous, nous avons un rôle à jouer dans la société. Et que l'égalité se gagne, elle ne se donne pas. Ce matin, ce qui est très intéressant aussi, lorsque je pose des questions aux enfants en disant « Qu'est-ce que tu vas faire pour l'égalité, par exemple, entre les hommes et les femmes ?» Mais ils me répondent tous « je ne sais pas ». Et je ne sais pas, c'est extrêmement grave, ça veut dire qu'en règle générale, on ne va rien faire. Et donc je pense que cette éducation qui nous manque, de prendre conscience des enjeux. C'est-à-dire, généralement, le groupe dominant se pense étant celui qui impose sa façon de penser au monde. Sa façon de penser au monde. Tu as des coutumes, elles ne sont pas bonnes, parce que c'est moi qui décide de te dire qu'elles ne sont pas bonnes. Donc, on pourrait parler des heures, là, parce que vous voulez poser des questions. Je sais pas. Oui. Oui, donc cette conférence, elle est filmée. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ça? Il fallait me le dire. Donc, les personnes qui posent des questions qui ne souhaitent pas paraître font signe au porteur de micro. Il ne faut pas qu'on mette, c'est la question du droit à l'image. Donc, toutes nos conférences sont filmées et dans les 48 heures à peu près, vous pouvez retrouver ces conférences sur YouTube ou sur notre site. Parmi nous, il y a Cédric Héroux, que tout le monde connaît son nom, il se bat contre le préfet. Vous connaissez tous les difficultés auxquelles les autorités le provoquent.
Donc, merci d'être présent parmi nous. En même temps, pour vous montrer l'importance de ces films vidéo, le débat que nous avons fait, violence aux frontières, avec Mireille Damiano, avocate, nous avons eu plus de 800 vues par le public. Donc c'est très important. Il y a une assistance assez importante ici, mais pensez aussi que cette conférence va être publiée un peu de partout à travers les réseaux sociaux. Voilà. Maintenant, on peut engager le débat. On va engager le débat avec la salle. Monsieur Carletti va passer les micros. On va essayer de faire participer tout le monde, sachant que Lilian a débuté sa journée depuis tôt ce matin, avec les élèves et tout. Donc, on va essayer d'être conversif. Et monsieur Carletti, je vous en prie. Merci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur et madame. Je me présente Moustapha Thiam. Je suis gérant de société et je travaille aussi sur ce site. Donc, c'est par hasard que je suis tombé dans... Écoutez, nous aussi, nous sommes là par hasard. Et je suis tombé sur cette conférence que vous animez. Et vous avez utilisé deux expressions qui m'ont interpellé et en même temps qui m'ont poussé à vous poser la question. C'est-à-dire, vous avez dit que ce qui domine, les dominants, utilisent généralement deux éléments. Ils utilisent la violence, et dans la violence, moi je considère qu'il y a deux éléments. C'est la contrainte légitime, où on utilise la force physique ou avec des armes, mais aussi il y a un élément économique. Selon vous, qu'est-ce que les autres doivent faire pour pouvoir utiliser pour que, non pas la violence physique ou matérielle, mais la violence peut-être économique, c'est-à-dire renverser la situation en aidant par exemple ceux qui sont dominés à renverser la vapeur et se retrouvent peut-être dans la situation où tout le monde serait peut-être égalitaire. Voilà. Peut-être que je l'ai mal exprimé, mais... Non, attendez, je vais vous dire si j'ai bien compris. En fait, lorsque vous parlez de domination, vous parlez de domination liée à la couleur ou pas? Parce qu'il y a plusieurs types de domination. Mais pas peu importe, parce qu'en fait, le processus intellectuel de la domination, c'est le même, mais on ne peut pas en sortir. Toutes les dominations ne se ressemblent pas, en fait. Si vous parlez, par exemple, de la domination liée à la couleur de peau et l'économie, moi, la réponse que je voudrais vous dire, c'est qu'effectivement, il y a un lien très important dans la construction de la hiérarchie entre les personnes selon la couleur de la peau. Parce que, en fait, c'est pendant un système qui s'appelle l'esclavage, qui s'appelle la colonisation, mais avant tout, c'est un système économique. C'est-à-dire que, très souvent, les gens pensent que l'esclavage, c'est un rapport de force entre personnes de couleurs différentes. Mais non, c'est un système économique, et tout système économique construit un discours. C'est-à-dire que si vous voulez exploiter des gens, vous construisez un discours en expliquant aux gens que c'est tout à fait normal qu'on exploite certaines personnes, parce qu'ils ne sont pas comme nous, comme vous. Et donc ça revient à ça. Parce qu'effectivement, derrière le racisme lié à la couleur de la peau, c'est comment exploiter historiquement un continent. Parce que lorsque vous exploitez les personnes noires qui viennent d'Afrique, vous exploitez la matière première. Et à l'époque, la matière première, c'était les hommes. La preuve, c'est qu'en Europe, il y avait le servage. Donc, il y avait des gens qui étaient exploités aussi. Et donc, effectivement, pour qu'il y ait un changement de vision du monde, il faudrait que, effectivement, un continent comme l'Afrique se développe. Parce qu'il y aurait moins de racisme. Parce que l'idée du racisme, c'est renvoyer des gens à une certaine pauvreté, une certaine infériorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les personnes asiatiques vont subir pas le même racisme qu'avant. Parce que, effectivement, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui peuvent avoir une image extrêmement négative des Chinois, par exemple. Parce que, économiquement, il y a un changement. Et donc, effectivement, moi, je pense que la première des choses, lorsque on parle de changer
la façon de voir les choses, c'est d'éduquer les enfants qui pourraient subir le racisme en leur rappelant quelque chose de très simple. C'est pas eux les problèmes, ce sont les autres. Parce que ce qui est extrêmement dangereux dans le racisme, c'est commencer à intégrer le discours. Ça, c'est la violence. La pire violence, c'est ça. J'intègre un discours sur moi-même qui m'emmène à me déprécier et qui finit par me faire croire que je ne suis pas capable de certaines choses, qui finit par croire que c'est normal que ça se passe comme ça. Et donc je pense que c'est très important, parce que souvent je trouve qu'on n'aborde pas ce sujet-là. Et ce matin, encore une fois, je disais aux enfants qu'il y a beaucoup de jeunes homosexuels qui se suicident. Mais pourquoi ils se suicident? Parce qu'en fait, ils intègrent un discours négatif sur eux-mêmes, et ce discours négatif est propagé par la société. Et ils finissent par se sentir mal et ne pas accepter ce qu'ils sont. Et donc voilà comment il faut renverser les choses. C'est petit à petit essayer de voir les choses différemment et de mettre en difficulté les dominants en leur rappelant qu'ils ont un problème. Et quand je fais cette carte, c'est pas si anodin quand même la carte là. Parce que, encore une fois, je vais vous raconter l'histoire de cette carte. Parce qu'en fait, j'ai reçu un prix. La Fondation a reçu un prix au Sénégal. Et donc, je devais aller au Sénégal et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais ramener comme cadeau, symboliquement? Et donc, je me suis dit, tiens, je vais voir monsieur Jean-Christophe Victor, qui est décédé. Et je lui ai dit, tiens, j'aimerais construire une carte, mais où l'Afrique serait au centre et serait au-dessus, pour changer la perception des choses. Et d'ailleurs, quand j'ai montré la carte pour la première fois à mes fils, ils m'ont dit, bah, papa, ta carte, elle n'est pas bonne. Je dis, bon, il n'y a même pas la France. En fait, c'est ça. Je pense que c'est très important pour les personnes qui sont dominées, c'est commencer à changer la perception et de parler aux dominants et leur dire, je vous vois et ce que vous êtes, je vais vous l'expliquer aussi, votre mode de fonctionnement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ok. Mais en tout cas, ça passe par... Parce que je pense, encore une fois, le vrai problème dans ces problèmes liés l'Europe, l'Afrique, c'est en fait c'est la compétition économique qui existe dans le monde. Et donc on veut délégitimer certaines personnes. Parce que c'est ça le vrai problème. Et je pense que nous devons prendre conscience que chacun de nous, nous vivons dans le monde que nous vivons, dans les sociétés que nous vivons, parce qu'aussi il y a l'exploitation d'autres personnes. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler sans cesse. Mais je pense que la majorité des gens doivent le savoir, mais ils font comme s'ils ne savaient pas. On va prendre une deuxième question. Bonsoir. Non, vous n'êtes pas en retard, nous sommes en avance, dites pas des choses comme ça. Non, mais c'est vrai. Ah non? Ouais, d'accord. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sylvain Manguia, je suis d'origine gabonaise et c'est ma 3e année ici à Nice. Je suis en fait étudiant au campus de Carlone à la faculté des lettres de Nice, en section philosophie. Je suis en 3e année de philosophie. Et je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous et de partager ce moment. Je remercie aussi l'International français pour avoir répondu à cette invitation. Bien, ma question était celle de savoir, personnellement, sachant que le phénomène de racisme ou d'injustice entre les hommes est beaucoup cultivé par les politiques, et ce sont les politiques qui sont au cœur de l'événement. Certes, il y a une petite participation de la classe moyenne et de la classe basse. Moi, j'aimerais savoir, en tant qu'international, en tant qu'image pertinente, quel est le message que vous pourriez lancer à ces acteurs du phénomène sur le plan politique en Europe, mais aussi en Afrique,
mais quelle est la pratique aussi que vous pourriez proposer à nos frères et sœurs qui sont en Afrique et qui pensent que l'Europe, la France, c'est un idéal, c'est un milieu où il y a bon vivre et il faut forcément quitter sa terre pour migrer, traverser tous les dangers, et rencontrer d'autres réalités. Quelle est la force du message, enfin, quel est le message que vous pouvez proposer à ces types de catégories de populations? Je vous remercie. Ben, écoutez, la première des choses, c'est déjà en parler, parce que vous avez raison. En fait, le racisme, c'est lié à une vision politique du monde, mais une vision de diviser pour régner. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est de construire des nous et des eux. Et de dire aux nous, c'est tout à fait normal que vous soyez avantagés. Et ça marche historiquement. Après, l'idée, c'est élever la conscience collective, justement, pour que les enfants, les adultes soient attentifs aux directions politiques qu'ils vont prendre demain. Après, vous savez, c'est extrêmement compliqué de dire aux gens « ne venez pas ». C'est très compliqué parce que nous, on a l'impression ici que bah, c'est le paradis, c'est où il faut vivre en fait. Hein. Parce que si la grande majorité des gens, vous leur dites « vous savez ce qu'on va faire ? Vous allez vivre là-bas », ben, ils vont refuser. Parce qu'ils se disent « là-bas, c'est moins bien qu'ici ». Et effectivement, certains pensent qu'ici, c'est mieux. Mais c'est le discours qu'on vend quand même. Parce que le discours dominant aujourd'hui, c'est le discours construit par les États-Unis, construit par l'Europe. C'est-à-dire à travers les informations, à travers les films, à travers la télévision. Et donc, effectivement, les gens sont éduqués à travers cela. Et c'est simplement lorsqu'ils arrivent sur peut-être le continent européen, qu'ils comprennent que c'est faux. Parce que moi, je me suis déjà arrêté à discuter avec des personnes qui ont fait le voyage, et ils se disent, ben, on ne m'avait pas dit que c'était comme ça. Il y a un texte qui n'est pas encore visible de Felwine Sarr. Je ne sais pas si vous connaissez Felwine Sarr. C'est un intellectuel sénégalais. Je vous invite à vous rapprocher de ses livres, de ses conférences. Et il a écrit un texte extraordinaire où justement il parle à ces jeunes Africains pour les inviter à comprendre qu'il ne faut pas être dans le départ, parce qu'il faut être aussi dans la construction. Mais vous savez, il faut aussi dire qu'il y a un développement sur le continent africain. Parce que ça, on ne le dit pas assez, ça. C'est attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que ce qui se passe en Europe, c'est aussi parce que l'Europe sent qu'il y a un déclassement. Les gens sentent que les choses changent, les choses sont plus difficiles. Et c'est pour ça, parfois, les gens, effectivement, vont dans des discours extrêmes. Et je pense qu'effectivement, un moment arrivera, et de plus en plus, encore une fois, par exemple, des étudiants, il y a beaucoup d'étudiants d'Afrique francophone qui ne viennent plus faire leurs études en France. Vous êtes au courant de ça ou pas? Ben voilà, mais pourquoi? Ben parce qu'ils vont autre part. Parce qu'ils ont le choix et ils comprennent qu'effectivement, peut-être qu'en France, bon, c'est plus difficile, il n'y a pas la bonne mentalité, et donc la réalité, c'est que les choses évoluent. Voilà. Mais je pense, encore une fois, c'est en discuter, en parlant, mais je ne suis pas sûr qu'il faut attendre des politiques, ce sont eux qui portent le discours. Je pense que si les gens sont éduqués et rejettent le discours des politiques, les politiques ne tomberont pas dans ce jeu. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Belle Dissaké, artiste atlantaise. En fait, j'ai deux questions. La première, avez-vous déjà été victime de racisme? Et comment avez-vous réagi? Et la deuxième question, ne pensez-vous pas que l'éducation, d'abord, il faut, pour la bonne éducation en ce qui concerne le racisme, c'est d'abord, ça part
de la famille, c'est dès le bas âge qu'il faut commencer à donner la bonne information, parce que je pense que certaines personnes utilisent les propos racistes parce qu'ils n'ont pas la bonne information en ce qui concerne l'être humain. Donc ne pensez-vous pas qu'il est très important de nous donner la bonne éducation dès le bas âge, que ce soit à la maison ou dans les écoles? Merci. Alors, est-ce que j'ai subi le racisme? Écoutez, si j'ai créé cette fondation, c'est parce qu'en fait, lorsque je suis arrivé à l'âge de 9 ans à Paris, parce que moi je suis né en Guadeloupe. Vous connaissez la Guadeloupe, je sais pas. Très beau pays. Magnifique. D'ailleurs, je crois que la Guadeloupe est le centre de l'univers. Ça reste entre nous, vous me dites. Certains ne sont pas d'accord. Alors, je suis arrivé à l'âge de 9 ans, dans la région parisienne, et il y a quelque chose qui m'a interpellé, qui en fait a changé ma vie. C'est-à-dire, je dis très souvent que je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. Parce qu'en fait, on devient noir. C'est pas quelque chose qui... On devient noir. Comme on devient blanc. Ça, c'est très important aussi à comprendre. Et comment je suis devenu noir? À l'époque, je vais en classe et il y avait un dessin animé que je n'ai pas de doute aujourd'hui que vous connaissez. Parce que parfois, j'ai des doutes. Mais là, je pense que la plupart d'entre vous connaissez. C'est un dessin animé où est-ce qu'il y a deux vaches. Une vache blanche, très intelligente. Une vache noire, très stupide, qui s'appelle la Noiraude. Ça vous dit quelque chose? Oui, on a grandi avec ça. Mais en fait, certains de mes camarades m'appelaient du nom de cette vache noire, la Noiraude, et ça m'attristait. Je ne comprenais pas pourquoi, en fait, on stigmatisait ma couleur de peau en me disant que j'étais stupide. Et donc je rentre à la maison, je pose des questions à ma mère, et ma mère me donne une très mauvaise réponse pour un enfant de 9 ans. Elle me dit, tu sais mon chéri, c'est comme ça, les gens sont racistes. Quand elle me disait que les gens étaient racistes, ça disait, les blancs sont racistes. Et elle me dit, c'est comme ça ne va pas changer. Donc c'est une fatalité, c'est comme ça, les gens sont racistes, ça ne va pas changer, il va falloir t'y faire. C'est un peu violent quand même. Et heureusement, en grandissant, j'ai commencé à rencontrer des livres, des personnes qui m'ont expliqué en fait le pourquoi du racisme. Effectivement, se jouaient entre les enfants ceux qui se jouaient à travers la couleur de la peau. C'est-à-dire qu'eux étaient persuadés qu'ils étaient mieux que moi parce qu'ils étaient blancs. Et donc je me suis dit, il faudrait quand même expliquer aux gens qu'effectivement, nous sommes nourris de l'histoire du monde et que parfois, on tombe dans des schémas liés au passé. Donc il faut emmener de l'éducation. Et c'est ce que je fais à travers la Fondation. Mais, vous savez, vous pouvez dans une famille où on vous éduque très bien, mais vous pouvez intégrer des discours racistes sans le vouloir. Parce que je pense qu'il y a des familles qui éduquent les enfants en leur disant voilà, dans la vie, il faut partager, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais vous pouvez aussi être homophobe si vous êtes dans une famille où la religion est très présente. Parce que dans le conditionnement religieux, il y a le rejet de l'homosexualité. Donc c'est pour cela que parfois l'éducation au sein de la famille n'est pas assez. Donc c'est pour ça qu'il faut l'étendre à d'autres sphères. Je vous raconte une histoire. Je raconte une histoire que je raconte aux élèves. Vous essayez de me suivre. D'accord? Il y a un père et un fils dans une voiture. Ils sont en train de discuter. Ils prennent la bretelle d'autoroute. Tout d'un coup, ils sont sur l'autoroute, ils sont en train de discuter. Arrive un accident, bam! Le père décède, le fils est grièvement blessé. On l'emmène rapidement à l'hôpital. Le médecin reconnaît son fils et refuse de l'opérer.
Qu'est-ce qui se passe? Vous avez suivi ou pas? Exactement. Mais vous savez ce qu'ils me répondent, les enfants? Très souvent. Vous n'avez pas compris? Non. Vous n'avez pas compris, les deux hommes n'ont pas. Mais c'est non, que les hommes ne comprennent pas, c'est là. Non. En fait, je recommence? D'accord. Non, mais je recommence pour les deux monsieur. Ça suffit maintenant, qu'est-ce que ça veut dire là? Elle dit non, il faut recommencer. Je recommence. Alors, vous ne dites rien, vous ne soufflez pas. C'est une histoire. Il y a un père et un fils dans une voiture. Ils sont en train de discuter, ils prennent la bretelle de l'autoroute. Le papa et le fils sont en train de discuter. Et tout d'un coup arrive un accident. Le père décède. Le fils est grièvement blessé, on le ramène rapidement à l'hôpital. Et là arrive le médecin qui reconnaît son fils et dit « je ne peux pas l'opérer ». Vous avez compris ou pas? Chut. Vous avez compris ou pas? Toujours pas. Vous n'avez pas compris. Qu'est-ce qu'il y a comme ambiguïté? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Chut. Ah, c'est le féminin. Mais, oui, mais c'est pas le cas, mesdames, calmez-vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis avec les deux messieurs, là. Et en plus, personne ne les regarde. Je me dis, putain, qu'est-ce qui se passe? On va dire une bêtise. Non, mais en fait, c'est juste pour dire que très souvent, les élèves ne trouvent pas. Parce qu'ils disent, bah, je comprends pas, mais le père était mort, mais c'est quoi cette histoire? C'est bizarre quand même. C'est pour ça que je dis que parfois, c'est pas qu'une question d'éducation, c'est une question d'habitude. Et ce qui est très intéressant, à Strasbourg, devant je ne sais pas combien d'étudiants, à un moment donné, donc on trouve la réponse en disant le médecin c'est une femme. Et il y a quelqu'un qui lève qui dit mais non, bon, peut-être que c'est un couple gay. Ok, on voit comment les mentalités évoluent. Vous comprenez? En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est comment tout d'un coup, la société, on accepte des choses que avant on n'accepte pas, qu'on n'acceptait pas. Et là, les enfants disent, oui, peut-être que c'est un homme parce que c'est un couple gay. Donc ça veut dire que dans l'inconscient collectif, il y a des enfants qui comprennent déjà qu'aujourd'hui, le couple, ça peut être des personnes du même sexe. Voilà. Mais nous ne sommes pas arrivés jusqu'à là, aujourd'hui, dans cette salle. Vous avez compris? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Bon, vous expliquez. Alors, vous expliquez au monsieur. Je vous taquine. Oui, c'est juste pour dire que parfois il y a des choses qui sont ancrées dans la société et on reproduit ces schémas. Mais je suis assez d'accord avec tout que ça doit partir des parents, mais ce n'est pas simplement la responsabilité des parents. Je pense que vraiment ça doit être quelque chose de très important dans tous les domaines de la société, notamment à l'école, parce que les enfants passent beaucoup de temps dans les écoles. Voilà. Alors, une question. Bonsoir aux trois. Voilà, ma question est simple. Est-ce que vous pensez que ce débat sera... On n'entend pas. Vous allez vous faire agresser, monsieur. Je vous entends pas. Attention. Je sens la salle un peu. Est-ce que vous pensez que ce débat sera entend pas. encore d'actualité dans 10 ans, dans 20 ans, car les lignes bougent quand même? Les gens voyagent. Il y a le fameux président américain Obama, qui est de couleur, etc. etc. Est-ce que vous pensez vraiment que ce débat sera d'actualité dans 30 ans? On parlera encore de racisme. D'accord. Alors, l'idée est de savoir est-ce que dans quelques années, il y aura encore ce débat? Moi, je pense que oui. Il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire qu'en fait, comment? Ah oui, la lutte est très longue. Parce qu'encore une fois, tout le monde ne veut pas l'égalité. Ça, il faut être conscient de cela quand même. Après, il y a des schémas de pensée qu'il faut déconstruire. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du racisme lié à la couleur de la peau, il faut quand même prendre conscience que dans les années 90, il y avait l'apartheid en Afrique du Sud quand même.
C'est ça la réalité, hein. C'est-à-dire que pendant très longtemps, notre propre pays acceptait cela. Donc, vous voyez que c'est très proche. L'apartheid, la ségrégation aux États-Unis, bah, c'était hier, parce que ma mère, elle est née en 1947. C'est il n'y a pas longtemps. On prend par exemple l'esclavage. Mon grand-père, je le dis souvent, est né en 1908. Il est né 60 ans après l'abolition de l'esclavage. Parce que les gens pensent que l'esclavage, c'est quelque chose de très très lointain. Non. 1848. C'est la fin. Donc ça veut dire que nous sommes dans une période beaucoup plus courte où on accepte l'égalité par rapport au passé. Donc c'est un peu normal que nous soyons là en train de discuter de ces sujets. Après, il y a quelque chose qui est très intéressant dans les mots qu'on utilise. Par exemple, vous avez dit que Obama était un président de couleur, ce qui est très intéressant. Ça veut dire qu'il y aurait des gens de couleur et il y a des gens qui n'auront pas de couleur. Il y aurait des personnes noires, il y aurait des gens normaux. Non, mais je vous taquine. C'est juste pour dire que, en fait, il faut faire attention à tout ça. Et je pense que, effectivement, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait apprendre aux enfants les luttes pour l'égalité. Parce qu'en fait, ils comprendraient que c'est normal. Et dans 100 ans, ce sera pareil. Hein. Il y aura des choses à dénoncer. Il y aura toujours l'égalité à dénoncer. Parce qu'en fait, l'égalité n'arrange pas tout le monde. Ça n'arrange pas tout le monde. Parce que il faut partager. Et certaines personnes vont construire un discours, notamment, effectivement, le discours des politiques, le discours économique. Parce que très souvent, derrière les conflits, il y a des intérêts économiques. Et il y a un discours qui va vous emmener à réfléchir dans un sens. Aujourd'hui, je crois que c'est dans Le Monde, j'ai vu un article qui disait qu'il y avait des très riches Américains qui finançaient des programmes de désinformation. Ben, c'est pas... Ouais, je pense que c'est pas une surprise en fait. La désinformation, ça a toujours existé. Pendant très longtemps, on s'est dit, ouais, bon, c'est une femme, elle n'est pas capable de faire certaines choses. Bah, tout le monde avait accepté quand même. Hein. Pendant des siècles, et encore aujourd'hui, ouais, mais c'est une femme, ouais, tu peux pas. Pour le poste, c'est pas terrible. Je peux pas. Donc ça existe. Et donc il faut être conscient de cela. Et c'est pour cela que je pense que chacun de nous devons être conscient que oui, il faudra toujours discuter de ces sujets parce que les lignes bougent, mais évoluent et parfois ça devient plus subtil. Voilà. Ça y est, je vous ai cassé le truc. L'évolution qu'il y a eu ces dernières années est énorme par rapport à l'évolution. Ah ben bien sûr, bien sûr qu'il y ait une avancée. Mais la question, ça veut dire que vous allez devoir lutter encore. Par exemple, regardez. Dernièrement, en discutant avec mes enfants, je leur dis, vous savez, parfois, même papa le dit, hein, sur le fait que les choses ont avancé, c'est vrai, je vous parlais de mon grand-père, ma grand-mère, moi je suis en 1972, et je leur dis, mais ce qui est injuste, c'est qu'on tire cette histoire-là, les personnes noires sont toujours vues à travers leur couleur. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on vous projette des choses sur vous parce que vous avez une certaine couleur. On vous enferme dans une couleur. Mais si on vous enferme dans votre couleur, c'est que l'autre personne est enfermée aussi. Donc vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et encore une fois, très souvent, on va prendre une structure étatique, la police, accepte cela. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être contrôlés plus souvent que d'autres. Est-ce que c'est juste? Je pense que non. Pourtant, c'est le cas. Et si on dit ça aux politiques, ils s'offusquent en disant « Oui, non, mais attendez quand même, n'allez pas dire qu'il y a une structure raciste en France, parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est honteux de dire ça. » Ben non, c'est pas honteux, parce que
Si vous êtes grand et noir, c'est chaud, quoi. Vous pouvez être contrôlé plus facilement, quoi. Et c'est pas juste. Voilà. Si vous êtes de type maghrébin, c'est pareil. Et la réalité aussi. Donc il y a du travail à faire. Voilà. Mais on est motivé, non? Voilà. Et on va finir par gagner, vous inquiétez pas. Bon, je sens que les ultramarins de la salle, ils sont encore timides. Les ultramarins? Où ils sont les ultramarins? Là-haut, là. Alors, il va falloir parler aussi. Hein. Vous êtes des ultramarins? Je suis super content de voir des ultramarins, c'est vrai. Non mais sérieux, j'aime bien ces mots, ultramarins. Que faire? Bonjour. Je suis On ne sort pas là. C'est bon? Calmez-vous, c'est bon. Vous avez déjà, il a dit c'est bon, ça veut dire que la prochaine fois, attention. Donc je suis Moustapha Itamou, je suis en première année à l'IUT. Donc je suis kabyle. Et je voulais vous demander, est-ce que selon vous le racisme a évolué? Parce que je pense que avant le racisme était beaucoup centré sur les personnes noires. Aujourd'hui, je pense qu'il a un petit peu évolué, comme un Pokémon. Mais d'un côté territorial, c'est plus un racisme territorial aujourd'hui, notamment en Afrique surtout. Quand nous voyons par exemple des Algériens en guerre avec les autres pays maghrébins sur X choses, avec le Maroc, la Tunisie par exemple, c'est pas n'importe quoi, alors qu'à l'origine c'est un seul, et même c'est un Numidja à la base. C'est les Européens qui ont, entre guillemets, posé des frontières pour séparer. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, diviser pour mieux régner. Voire même des Africains blancs et noirs qui se font la du racisme envers un seul territoire. Quand je parle de... Voilà, c'est ce que je veux dire par racisme territorial. Ou encore plus bêtement, en France, les personnes de banlieue, qui sont originaires de banlieue, qui sont mal acceptées dans les quartiers un peu plus riches pour trouver un travail. Voilà, donc, ce que selon vous, les choses ont évolué positivement ou négativement? En fait, comme je disais tout à l'heure, les choses, effectivement, évoluent. Mais tu sais, il y a eu, historiquement toujours, des conflits entre les voisins. Après, c'est l'idée de faire des hiérarchies sur les gens, sur des supposés groupes. Parce qu'en fait, c'est des supposés groupes. Ça veut dire qu'on va supposer que les Blancs existent. Ils fonctionnent tous de la même façon. Et après, pour ce qui est des banlieues, très souvent, c'est lié aussi à l'image qu'on peut avoir des personnes dites pauvres. Parce que dans toutes les sociétés, peu importe la couleur des gens, les personnes les plus pauvres font peur. Mais en plus, s'ils ont une couleur de peau, ou ils ont une religion différente, c'est encore pire. Donc on voit que les choses peuvent être liées. Mais je pense que ce que tu veux soulever, c'est effectivement construire des groupes plus amples. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut construire une identité européenne, une identité africaine? Et peut-être qu'on va arriver un jour, on va dépasser ces identités pour avoir une identité d'être humain. Et je pense que nous devons travailler sur cela. Parce que effectivement, par exemple, quand tu vois l'Europe, eh ben, je pense qu'aujourd'hui, il est plus facile de se dire européen qu'avant. Parce qu'avant, les gens défendaient vraiment leur nationalité. Et en fait, c'est ce groupe-là. Il faut questionner ce sentiment d'appartenance. Et je pense que le sentiment d'appartenance, plus il est ample, mieux c'est. Mieux c'est. C'est pour ça qu'il faut inviter les gens à ne pas s'enfermer dans des identités liées à la religion, à la couleur de peau, parce que c'est trop restreint. Voilà. Oui, mais ça c'est lié aussi à l'histoire, c'est-à-dire qu'effectivement, depuis, parce qu'on lui a volé le micro, on peut pas parler. Et donc en fait, c'est vrai que historiquement, le continent dominant depuis quelques siècles, ben en fait c'est l'Europe. Mais il faut savoir aussi que cette domination s'est faite sur la violence faite aux autres peuples. Et je pense que c'est ça que les gens n'acceptent pas lorsqu'on discute. Mais très souvent, encore une fois,
c'est pas les paysans bretons qui ont décidé qu'il fallait violenter les autres peuples. C'est avant tout un système économique et politique qui valide ces agressions-là. Et c'est ce qu'il faut dénoncer. Avant de prendre le maximum de questions, si vous voulez, s'il vous plaît, faire des questions plutôt courtes pour pouvoir avoir plus de personnes qui participent dans la salle. Merci. Dans l'ombre. Je suis là-bas. Oui, bonsoir. Alors, moi je ne suis pas ultramarin et je ne suis pas toujours ultramarin. Alors, moi j'ai une particularité, c'est que je suis un ancien jeune des années 1980, c'est-à-dire pratiquement un vieux aujourd'hui. Et donc, quand je me rappelle un peu ma jeunesse dans les années 1980, j'ai l'impression que tout était simple, c'est-à-dire qu'il y avait la droite, la gauche, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il y avait les racistes et les antiracistes. Et c'était très facile de savoir qui était qui. Les gens se revendiquaient de manière assez affirmative, soit comme racistes, soit comme antiracistes. J'ai un peu l'impression que, bon, ça on va dire, c'est un peu le clivage, on va dire, entre racisme et antiracisme, on va dire de la deuxième moitié du XXe siècle, on va dire surtout le dernier tiers ou le dernier quart. J'ai un petit peu l'impression que depuis le tournant du XXIe siècle, je ne sais pas si c'est une sorte de bug de l'an 2000 qui s'est déclenché, il y a des divergences dans la conception de ce qu'est le racisme et l'antiracisme. C'est-à-dire maintenant, il y a même des gens qui disent qu'il y a certaines conceptions, certaines formes d'antiracisme qui sont racistes. J'ai l'impression que même dans le cas de l'antiracisme, il n'y a plus d'unité, il y a de la division, il y a de la discorde, y compris dans ce camp-là. Donc j'aimerais un peu savoir, dans ce climat un peu de confusion, comment vous y retrouvez, sachant que maintenant, y compris dans la catégorie du racisme, il n'y a pas uniquement, comme auparavant, on va dire des signes liés à des signes physiques qui reflétaient une origine, comme la couleur de peau, certains signes physiques qui notamment faisaient transparaître une origine extra-européenne. Mais maintenant, il y a aussi des questions de religion, y compris entre des gens qui, au niveau de l'apparence physique, ont exactement la même apparence les uns les autres. Donc voilà, dans ce climat un petit peu confus, comment vous arrivez un petit peu à vous y retrouver entre ce qu'est le racisme et l'antiracisme dans ces formes modernes? Ben écoutez, effectivement, je pense que le climat est plus complexe qu'avant, et on demande de la complexité d'ailleurs. Après, ça dépend qui décide qu'une association dite antiraciste est raciste. Ça dépend d'où ça vient. Parce qu'en fait, vous savez, c'est assez marrant parce que je trouve que nous sommes dans l'ère où on délégitime facilement tout. Un peu de la méchanceté gratuite, vous voyez. Et de dire on ne peut pas parler de certaines choses. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'antiracisme, on oublie que c'est avant tout la lutte pour l'égalité. Alors donc certains disent « Oh là, il faut arrêter avec ces trucs antiracisme. » Donc en fait, il faut arrêter avec l'égalité. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière antiracisme? C'est lutter pour l'égalité. Et certaines personnes, effectivement, vous disent « Ouais, ben ça va, on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. Il faut toujours être politiquement correct. » Et je pense que c'est ça qui embrouille. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'égalité, c'est pas la mode en fait. On nous éduque dans une société où on devrait être en guerre les uns contre les autres. Qu'on devrait être dans la surperformance. Et si vous n'êtes pas performant, c'est votre faute. Et je pense que peut-être qu'il faut revenir à peut-être renommer les choses en disant voilà, nous devons et nous voulons plus d'égalité dans la société. Parce qu'on finit vraiment par délégitimer même les personnes qui veulent venir en aide aux autres. Aujourd'hui, c'est ça, venir en aide, en fait, vous êtes coupable. Et moi, en tout cas, pour moi, c'est assez clair qu'il faut dénoncer les inégalités. Et il y a des personnes, encore une fois, qui délégitiment certaines personnes. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que ces personnes-là, qui ont un discours où ils vous disent certains ne sont pas à leur place, ont accès aux médias. Et on sait très bien le mal qu'ils font dans la société.
Et c'est ces personnes-là qui créent problème. Mais c'est peut-être parce qu'on veut tout, on veut nous embrouiller tous, en fait. Et effectivement, je pense que nous devons cultiver, essayer dans ce brouillard de savoir ce qui est juste ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ouais, bah attends, moi je suis pas raciste, hein. Je vote d'extrême droite, mais attends, je suis pas raciste. Hein. » Ouais, c'est super. Il y a des politiques qui tiennent des discours « Oh non, mais c'est pas du racisme quand même. Hein. » En fait, il n'y a plus personne qui est raciste. On va juste dire « Ouais, mais je peux dire ça, je suis pas raciste. Hein. » Ouais, bah attendez les gars, il faut arrêter avec MeToo quand même, ça, faut arrêter, il ne faut pas trop en faire. Hein. Et parfois, il y a même des femmes qui tiennent ce discours. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, tout ça, je trouve que c'est d'une violence, et c'est à nous d'essayer de rester le plus calme possible pour ne pas perdre foi dans tout ça. Bonsoir. Je profite pour m'enlever parce que j'ai mal aux fesses. Donc moi je suis né dans un quartier c'est plus un témoignage qu'une question. Dans un quartier qui s'appelle, très sympa, qui s'appelle l'Ariane. Donc j'ai passé mon enfance avec des blancs, des noirs, des gitans, des arabes, voilà. Et c'est vrai qu'on était assez stigmatisés, nous qui venons de l'Ariane, et c'était assez compliqué. Donc étant enfant, j'ai connu ce racine de la peur de l'autre. Il va me voler mon vélo, il va voler ma bagnole, il va piquer ma femme, il va me taper, il va me violenter, etc. Je me suis exilé dans une vallée d'Arroya pour vivre loin de tout ce monde. Et le monde est venu à moi, donc des gens sont arrivés dans ma vallée. Et j'ai aidé des gens, j'ai aidé des enfants, j'ai aidé des femmes, j'ai aidé des familles. Et manque de bol pour moi, c'est des gens qui venaient d'Afrique et qui étaient noirs. Et j'ai connu donc ce racisme face à l'institution, face à la justice, où la justice ne comprend pas pourquoi j'aide ces gens. Et en face, on a un procureur de la République, on a des juges qui sont là. Monsieur Héroux, vous avez fait passer des personnes en situation irrégulière, c'est inadmissible. Mais non, moi j'ai aidé à faire passer le gamin Moussa qui avait 14 ans pour qu'il se rapproche de sa mère. J'ai aidé la femme en détresse parce qu'elle était en danger, parce qu'à Vintimille, la fermeture de frontières crée des réseaux de passeurs, de prostitution, de traite humaine. Et moi, c'est des gens que j'ai aidés. Parce que, petit, grâce à ma mère, je pense, j'ai appris à vivre en donnant de l'indifférence à la différence. De dire, de ne pas connoter forcément, de dire « Ah, il y a le noir, oh, le musulman, oh, l'arabo, machin ». Et ça, c'est compliqué. Quand on est face à un préfet, à le poursuivre au tribunal administratif parce qu'il a renvoyé des centaines, voire des milliers d'enfants en Italie illégalement, il se défend, il dit « Bah non, moi j'ai respecté le protocole, ces gamins ont signé la petite croix qui dit « Je renonce à mes droits, je vais retourner le plus rapidement en Italie ». Et qu'on lui demande « Mais ces gamins, que sont devenus ces gamins ?» Et lui, il n'en a rien à faire. Et qu'on voit, en fait, il y a une nouvelle forme de racisme, c'est pour ça que ça continue un peu de ce que tu disais, sur l'indifférence. Il y a le côté où des fois, il y a une espèce de racisme, où on voit le noir, on voit l'arabe, voilà, l'autre, l'étranger, et on a peur de lui, on se méfie de lui, et on change de trottoir. Et là, il y a un nouveau racisme où on ne voit même plus les gens, où on ne change plus de trottoir, où on les écrase en marchant sur ce trottoir-là. Et ça, c'est un racisme qui est beaucoup plus dangereux. Et c'est un racisme qui devient institutionnel. Et quand on dit, monsieur le préfet, ben, vous avez des actions qui sont racistes et racisées, une frontière qui est racisée, racisante, mais on dit, ah, pas du tout, c'est un scandale, tiens, un procès, etc., machin. Et ce qui est dingue, c'est ça, quoi. C'est qu'en aidant des gens, on devrait faire la différence, qu'elles soient blanches ou qu'elles soient noires. Et ce qui est dramatique, c'est ce racisme institutionnel et où on n'ose même plus de dire attention, ces actions sont racistes, attention, ces enfants, on les met en danger, parce qu'il n'y a plus de considération de l'individu, de part en fait de la provenance de l'individu. Et voilà, c'était un témoignage sympa pour maintenant. Mais effectivement, comme je disais tout à l'heure, on essaie de culpabiliser les gens qui veulent reconnaître l'humanité chez d'autres personnes. Mais ça, c'est historique, hein. C'est-à-dire que, effectivement, lorsque on discriminait les personnes noires, et bien les personnes qui disaient mais non mais c'est pas juste, ou qui aidaient ces personnes, et ben on voulait les enfermer aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois que chacun de nous, nous devons être conscients dans le monde que nous vivons,
Et je pense que chacun de nous, on ne voudrait pas être traité comme on traite les personnes migrantes en France. Donc après, à partir du moment où vous êtes conscient de cela, eh ben, chacun est libre de faire en sorte que leur situation s'améliore. Et je reste persuadé que si vous voyez un enfant, un homme ou une femme en grande difficulté dans la rue, vous allez l'aider, cette personne. Parce que je pense que c'est la chose la plus naturelle à faire. Mais quand vous le faites et qu'on vous dit que vous êtes coupable de le faire, vous finissez par ne plus le faire en fait. Parce que vous ne voulez pas être coupable. Parce qu'on nous a appris à respecter les lois. Mais il y a des lois qu'il ne faut pas respecter. Mais historiquement, en tout cas, toutes les personnes qui ont lutté pour l'égalité ont dû faire face à ça. Ont dû, à un moment donné, dire « c'est pas juste ça ». Donc il va falloir changer cette loi-là. Et pendant très longtemps, vous savez, Nelson Mandela, que tout le monde regarde avec des grands yeux en disant « waouh, c'est un homme extraordinaire ». Mais pendant très longtemps, ça a été considéré comme un terroriste. Hein. Il faut quand même ne pas l'oublier. C'est pour ça que je dis que c'est important de raconter ce processus de lutte pour l'égalité, pour montrer qu'effectivement, les personnes au départ qui dénoncent les inégalités se font violenter par le système. C'est ça la réalité. Écoutez, si on va tous en prison, c'est que c'est votre faute quand même. Bonjour messieurs, je suis monsieur Fillot Patrick, un simple citoyen. Alors tout d'abord, ne faudrait-il pas une mise en commun des savoirs, des savoir-faire et des richesses produites? C'est une question clé depuis la nuit des temps. Deuxièmement, notre grand philosophe, historien, économiste, Jean Jaurès, lors d'un débat à l'Assemblée nationale le 18 novembre 1893, a déclaré en gros « Vous, les travailleurs salariés », il parlait des gens de son époque, des Français, vous avez réussi à mettre à bas la monarchie et les nobles, mais dans l'entreprise, vous restez dans le système du servage. Il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis. Même si nous avons des voitures, nous sommes habillés différemment, nous avons des immeubles de 8 à 10 étages. Ça, c'est important. Deuxièmement, il y a eu 2 rapports qui ont été faits, dont les médias parlent d'eux. L'un fait par un député communiste, Bocquet, en juillet 2012, concernant la fuite des capitaux. Il y aurait entre 85 et 110 milliards d'euros qui quitteraient la France. Idem pour un rapport fait par un sénateur, le frère du premier, un sénateur communiste, Bocquet, qui a parlé à peu près les mêmes sommes. Et troisièmement, lors de son dernier rapport, l'organisation non gouvernementale Oxfam France a déclaré, si je ne prends que le cas de notre beau pays, que 8 familles posséderaient plus dans notre pays que 20 à 30% des familles les plus pauvres. Je pense qu'il y a un sacré travail à faire là-dessus. Et si ce travail a été fait, qui prendra du temps, dans l'unité, dans des luttes à caractère pacifique, et comme vous disiez tout à l'heure, avec une grande conscience dans la tête des gens, le mouvement des masses, pas les foules, les masses conscientes. Et ça passe par une école publique de très grande qualité, de très très grande qualité. Certainement, à partir de là, nous arriverions à faire en sorte qu'il y ait moins, plus du tout d'homophobie, de xénophobie, d'antisémitisme, etc., etc., etc. Nous avons du travail sur la planche. À ce sujet, l'esclavage existe, à notre grand regret à tous, depuis la nuit des temps. Les puissants ont toujours, comment dirais-je, les puissants ont toujours utilisé ceux qui étaient vaincus et dominés pour des travails de force. Et cela, excusez-moi de le dire, en Asie, Afrique, partout après. Et il y a eu des moments, effectivement, où ça s'est estompé, ça a disparu, parce qu'il y a eu le développement des forces productives. C'est-à-dire, on a utilisé le fer, il y a eu les usines, etc. Les usines avec un travail, effectivement, les enfants qui travaillaient à 5, 6, 7 ans, en France, il ne faut pas l'oublier, dans les mines. Bref. Nous avons beaucoup de travail, donc rassemblons-nous contre l'homophobie, les racismes, les xénophobie. Et comme il est dit, ceux qui nous dirigent de nos jours, le ruissellement passe du haut vers le bas. C'est faux. La plus-value passe de bas en haut. Si vous voulez
que Lilian vous réponde. Alors, franchement, des questions beaucoup courtes. Non, c'était très bien, c'était parfait. Parce qu'en fait, c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que parfois on oublie de questionner le système économique dans lequel nous sommes. Parce que c'est ça la violence en fait. Et c'est pour ça que je trouve par exemple analyser la traite négrière, ben, c'est un moment extraordinaire et très important pour comprendre en fait. Parce que c'est les minorités de gens qui s'accaparent les richesses en exploitant une majorité de gens. Et ça on oublie. Et c'est pour ça que je trouve très surprenant que lorsqu'on parle de la traite, de l'esclavage, il y a certaines personnes qui se sentent agressées et qui ne veulent pas entendre, en disant « Pourquoi on me culpabilise? Moi je suis pour rien. » Mais non, on ne culpabilise personne, il faut juste réfléchir ensemble à ce système économique qui est juste monstrueux. Et ce système construit un discours, comme aujourd'hui, effectivement, le système économique construit un discours en nous disant « Vous inquiétez pas, tout va bien, c'est normal. » Et je pense que vous avez entièrement raison. Il faut déconstruire et comprendre ce système économique et comprendre la violence de ce système-là. Et je pense qu'effectivement, on vivrait beaucoup mieux. Enrico Roberto, plasticien guadeloupéen. Vous êtes guadeloupéen? Ah, vous êtes guadeloupéen. Donc vous connaissez le centre de l'univers. C'est mon Guadeloupe. Je ne suis pas ultramarin, je suis plasticien guadeloupéen. Bon, alors, je suis très content d'être là ce soir en compagnie de tous ces gens et aussi de Lilian Thuram pour parler du racisme. Merci beaucoup d'être venu. Merci aux associations qui ont organisé ce débat. Donc le racisme, c'est un problème très complexe. Et je pense sincèrement que cela ne va pas disparaître du jour au lendemain. C'est un très dur labeur. C'est un combat qu'on mène d'une manière permanente. Et c'est un combat qui demande une force de caractère et aussi une force physique. Et j'ai une question à Lilian Thuram. J'aimerais savoir vraiment quel a été le mobile qui l'a poussé à se lancer dans cette opération. Ce dur labeur, parce qu'effectivement, ce combat qu'il mène, il va recevoir bien sûr des critiques, parce que lancer une bataille comme il l'a lancée, il y a effectivement des ennemis qui ne veulent pas que les choses changent. Et le racisme a pris beaucoup de formes déguisées, sous forme d'hypocrisie. Comme Lilian disait tout à l'heure, des gens qui sont racistes, qui tiennent des propos racistes et qui disent « j'ai des amis noirs, je ne suis pas raciste ». Et ça me rappelle un peu cette femme qui avait fait sur le net Christiane Taubira avec la photo d'un singe, en disant qu'elle préférait voir Taubira dans un arbre qu'au gouvernement. Je n'ai pas entendu qu'elle avait été condamnée. Enrico, excuse-moi. Oui, ma question viendra. Parce que si tu veux que Lilian réponde, voilà, il va falloir que je participe. C'est le mobile qui le pousse à continuer et d'avoir lancé ce combat, ce dur labeur. Écoutez, tout d'abord, je ne prends pas ça comme un combat, pour dire la vérité. J'essaye de profiter du fait que j'ai été joueur de foot, de pouvoir questionner en fait les enfants, questionner la société. Et je pense que si la notoriété sert à quelque chose, c'est à ça en fait. Mais moi, je ne m'imagine pas voir la fin du racisme. J'essaie simplement de m'inscrire dans la lignée d'hommes et de femmes qui ont travaillé à que cette société devienne de plus en plus juste. C'est pour ça que je dis que je suis persuadé que si les enfants avaient conscience de cette histoire-là, ben, il y aurait beaucoup plus d'enfants qui iraient dans cette réflexion. Et moi, j'ai été éduqué
par des gens comme Martin Luther King, Malcolm X, Gandhi, Mère Teresa. Et j'allais voir. Il y en a plein d'autres. Vous allez voir dans le livre, il y en a plein d'autres. Et donc en fait, c'est l'éducation en fait, de comprendre qu'on doit aider au changement de société. Et donc moi ça me paraît encore une fois naturel et c'est pas un combat. Et puis après que les personnes ne soient pas d'accord avec vous, c'est normal quand même, puisque vous n'êtes pas d'accord avec tout le monde. Donc pourquoi vous voudriez que les gens soient d'accord avec vous? Et en plus, encore une fois, c'est que vous êtes en train de demander le changement, sachant encore une fois que c'est très compliqué que chacun de nous, on change nos habitudes. Donc une société ne va pas changer ses habitudes comme ça. Et donc voilà pourquoi il faut l'aider. Donc je vois pas ça comme un combat en tout cas. On va prendre encore 3 questions si vous voulez bien, parce qu'on va continuer la conférence avec les dédicaces de Lilian. D'accord, bonsoir. Je m'appelle Donia, j'ai 23 ans, je suis étudiante ici. Je vous connais. Oui. Ah, c'est ça, je me disais. En fait, j'ai une question, et peut-être que je me trompe. Voilà, j'ai 23 ans et j'ai vu qu'il y avait plusieurs formes de racisme, et il y en a des nouvelles qui se créent comme la discrimination du genre au travail, ce genre de discrimination, ou le racisme anti-blanc, le fait qu'on nomme aujourd'hui le racisme anti-blanc, il y en a plusieurs. Mais j'ai remarqué aussi qu'il y avait une hiérarchisation des sanctions. C'est-à-dire que par exemple, on va plus privilégier certains racismes que d'autres. Peut-être je me trompe, et par exemple, on va plus parler d'antisémitisme que d'autres religions, que ce soit l'islamophobie ou bien des anti-religions comme le christianisme ou bien le bouddhisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Doit-on justement sanctionner au même niveau, à la même échelle? Et nous, en tant que citoyens, étudiantes ou bien internationales comme vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelles sont les actions qu'on pourrait mettre en place justement pour lutter contre ces discriminations et ce racisme? Merci. Alors, tout d'abord, effectivement, je pense qu'il faut réfléchir à savoir, effectivement, est-ce qu'il y a une hiérarchie des formes de racisme? Moi, je pense qu'effectivement, malheureusement, il y a des hiérarchies. C'est-à-dire que certaines personnes vont vous dire, eh ben, être raciste envers les Noirs, bon, ça va. Être sexiste, ouais, c'est un peu plus grave. Être homophobe, ouais, ça peut passer. Mais je pense qu'effectivement, nous devons lutter et faire comprendre que tout type de racisme, c'est exactement la même chose. Et encore une fois, je pense qu'il faut éduquer les gens à ne pas s'intéresser qu'à eux. Parce que vous pouvez dénoncer un racisme qui vous touche, et de ne pas dénoncer le racisme qui toucherait votre voisin. Et je pense que c'est ça la problématique. Nous devons faire en sorte de lier, de montrer qu'il y a les mêmes mécanismes. Et je reste persuadé que si on fait ça, je pense que les choses iraient mieux. Mais chacun, en règle générale, va défendre le fait que les ultramarins aient le droit à certaines choses. Par contre, si vous n'êtes pas ultramarin, peut-être que ça ne vous intéresse pas de dénoncer le racisme. Attention, c'est un exemple, hein, les ultramarins, calmez-vous. Et donc, en fait, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il est important, lorsque j'essaie de parler de l'homophobie. Parce que je trouve que c'est exactement la même chose que le racisme lié à la couleur de la peau. Je pense que c'est exactement la même chose au racisme qui serait relié aux religions. Parce que c'est le fait de délégitimer certaines personnes et de mépriser certaines personnes pour ce qu'ils sont. Et je pense que c'est injuste. Mais c'est vrai que, effectivement, je pense que beaucoup de personnes font des hiérarchies entre les racismes, malheureusement. Merci. Il nous reste encore 2 questions. Leïla, je veux bien que, s'il vous plaît, Henri, si vous pouvez pousser le micro à Leïla, s'il vous plaît. Leïla. Elle a une question depuis le départ. J'aimerais bien qu'elle s'exprime, s'il vous plaît. Jeune homme, on arrive. Peut-être
Bonsoir Lilian. Bonsoir. Je suis restauratrice guadeloupéenne sur la région et j'ai un enfant qui est métissé, qui n'a pas, je pense, de problème de racisme. Mais par contre, je voulais savoir, quand vous faites le tour des écoles, est-ce que c'est déjà arrivé d'avoir un enfant métissé qui a des problèmes de racisme, du fait d'avoir deux origines, deux couleurs? Il a quel âge votre fils? 14 ans. 14 ans. Votre enfant se considère quoi? Métis? Non, je parle sérieusement. Est-ce qu'il se considère comme métis? Il se considère comme métis, oui. Il n'a pas de problème de racisme. Et je pose la question. Non, je veux juste vous poser la question pour comprendre. C'est-à-dire, il se considère comme métis. Ok. Les autres le considèrent comme quoi? Comme métis. Je sais pas. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est que très souvent, on oublie qu'on se construit dans le regard des autres. Okay, parce qu'on a besoin du regard des autres pour se construire. Et très souvent, c'est les autres qui vont vous ranger dans une case. Et à force de vous ranger dans une case, vous allez finir par vous persuader que vous êtes de cette case. Et moi, ce que j'ai constaté parfois, que c'est très souvent, les métis, on les renvoyait dans la case non blanche. Ça veut dire noir. Et ça aussi, c'est intéressant à comprendre pourquoi on fait ça, parce que c'est historique. C'est comme quand on utilise la parole homme de couleur. C'est pas anodin, parce que homme de couleur, c'était quand il y avait des métissages, et que parfois on ne savait pas la différence entre un blanc et le tellement métissé. Donc on rappelait qu'il était de couleur pour signifier qu'il n'avait pas les mêmes droits que les blancs. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est de discuter avec lui, à savoir comment il se perçoit, comment les autres le perçoivent. Et effectivement, il faut l'emmener à se libérer du regard des autres et avoir la capacité à développer sa propre personnalité, sa propre identité. Et de lui dire qu'il ne faut pas qu'il s'enferme et ne pas laisser que les autres l'enferment dans sa couleur de peau. Parce que ça peut arriver en grandissant, vous voyez. Et après, je pense que c'est aussi intéressant de lui montrer des exemples qui vont construire sa personnalité. Parce que ça peut être, je ne sais pas s'il vous raconte tout, mais c'est intéressant de discuter avec ces sujets-là. C'est-à-dire parce que très souvent, effectivement, les personnes métisses peuvent penser qu'ils doivent choisir un camp. Parfois, on va leur demander de choisir un camp entre les copains. Et ça peut être problématique. D'accord? Mais bon, comme je ne connais pas votre fille, je ne sais pas. Mais... Oui, il va bien. C'est juste que je me posais la question sur les enfants qui sont métissés. Comment, en fait, vous expliquez à ces enfants dans les écoles ce problème de racisme? De la même façon. C'est-à-dire que, vous savez, encore une fois, quand on faisait des hiérarchies selon la couleur de la peau, si vous aviez un goutte de sang noir, vous étiez noir. Vous connaissez cette histoire. Et je pense que pour beaucoup de gens, dans l'espace public, un métis c'est un noir. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec Obama. Je veux dire, Obama, tout le monde dit c'est un président noir. Parce qu'on a besoin de catégories bien figées. Parce que c'est ça le problème. Il faut mettre les gens dans des catégories pour qu'on puisse les identifier rapidement. D'ailleurs, entre nous, faire des catégories, c'est tout à fait normal. Ça, c'est complètement normal de faire des catégories. C'est pour réfléchir plus rapidement. Parce que tout d'un coup, il y a un oiseau qui passe, vous dites c'est un oiseau. Vous commencez à dire, est-ce que c'est un... Non, je pense que c'est un rossignol. En fait, les catégories, c'est comme les arbres, vous voyez, ou les fleurs. C'est pour vraiment penser rapidement. Mais par contre, ça nous emmène parfois à faire des hiérarchies. Et donc, c'est ça qu'il faut dire peut-être à votre enfant. Okay. Dernière prise de parole, le jeune homme qui a été très patient, merci. Merci. Alors, moi, je suis étudiant, je m'appelle Fatih Belaïdouche, je suis étudiant ici, justement. Désolé pour le chauffage, ça fait 2 mois qu'on galère. Super chaud. Du coup, moi, je me suis engagé dans une
initiative que vous connaissez, M. Thuram, c'est celle de Mme Michaël Jean, celle du Libre Ensemble avec l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai un peu évolué à l'intérieur, je suis devenu formateur de formateurs, et j'ai eu la chance de voir des écoles, on va dire un peu de tous les côtés de la France, même de tous les côtés de l'Europe, et des élèves et des enfants des quatre coins du monde. Ce qui est ressorti de ça, c'est que au final, on se rend compte très facilement, surtout quand on est souvent en contact avec eux, que ça va très vite, que leur envie de se rassembler, il suffit de rien pour l'animer, cette envie. Quand on arrive vers des enfants qui sont au début très réticents, qui n'ont pas forcément envie d'être formés sur justement cette initiative qui permet de les sensibiliser aux discriminations, ils n'ont pas envie au début, mais à la fin ils sont contents. Ils sont contents d'être rassemblés, et ils sont contents aussi d'aimer l'autre. Ils aiment aimer. Moi, la question que je vous pose est peut-être un peu complexe, mais ce que je vais vous demander, c'est justement s'il y a une solution pour appeler ceux qui sont en haut. Quand je dis en haut, c'est peut-être l'État, et leur dire, ben voilà, vous avez des enfants dans des écoles, des enfants qui aiment aimer, des enfants qui aiment se rassembler. Comment on peut faire pour leur dire, ben, allez-y, envoyez des gens pour juste les animer un petit peu. Je veux dire, moi, je suis parti dans différentes écoles, on n'est pas beaucoup, hein, en soi dans le monde entier avec l'OIF, il y a d'autres initiatives comme les associations, mais on n'est pas non plus beaucoup aidé par toutes ces grandes institutions, parce que pour elles, je pense que la question de sensibiliser à la discrimination et faire de la prévention du racisme très tôt, ben, elle ne se pose pas. Pour eux, ils voient ça comme quelque chose qui arrive plus tard, donc c'est pas forcément important. Écoutez, tout d'abord, parfois c'est pas la priorité pour les gens. Moi, je dois avouer que j'ai la chance de rencontrer énormément de professeurs, et donc ils travaillent sur ce sujet. Et d'ailleurs, vous pouvez créer des liens sans travailler sur le sujet de la discrimination. C'est le fait d'être en classe, de vivre ensemble, de partager des projets ensemble. Et moi, je pense qu'il faut rappeler quand même quelque chose de tout simple en fait aux enfants, et à nous, adultes, parfois on oublie. En fait, nous sommes des êtres de lien, qu'on le veuille ou non, en fait. Et ça, on ne rappelle pas assez, c'est-à-dire que sans l'autre, on n'existe pas, en fait. Vous allez voir dans la journée toutes les interactions que vous allez avoir avec d'autres personnes, mais c'est énorme. Et en règle générale, les interactions que vous avez avec les autres, ça se passe bien, en fait. Mais on ne le rappelle pas, ça. On rappelle toujours des choses qui font peur. D'ailleurs, vous voyez que nous traversons un moment où il y a la peur de l'autre. Et ça emmène à des crispations. Et ça emmène à ne pas accepter l'autre, à violenter l'autre, à fermer les yeux. Et donc, il faut peut-être rappeler simplement aux enfants, oui, que nous sommes des êtres de lien. Et qu'on le veuille ou non, on n'existe pas sans l'autre. On ne peut pas, c'est impossible. Et que la différence, c'est la chose la plus naturelle du monde, en fait. Chacun de nous ici, nous sommes uniques. Chacun de nous, nous sommes différents. Et c'est ça qu'il faut rappeler aux gens. Des choses basiques, c'est la réalité. C'est-à-dire que, je sais pas, pour être différent de quelqu'un, ben, il ne faut pas être d'une couleur différente. Parce que moi, je suis différent de mon frère, de ma sœur. Et voilà. Et encore une fois, faire le lien, c'est un truc de survie. Chacun de nous, on fait ça. Mais on ne le rappelle pas. Nous sommes constamment en lien l'un à l'autre. Par exemple, rappeler aux enfants que la pire violence que l'enfant pourrait recevoir, c'est qu'on ne le regarde pas. Mais chacun de nous, d'ailleurs, hein, si dans la journée, il n'y a personne qui pose les yeux sur vous, c'est la pire des violences. Et pourtant, ben, il y a des gens qui vous regardent dans les yeux, mais on ne rappelle pas ces petites choses-là. Et là, vous avez prononcé un très gros mot, d'ailleurs. J'ai entendu tout à l'heure, vous avez parlé d'aimer. Oui, vous avez dit, il faut apprendre aux enfants d'aimer, les enfants aiment. Ça, il ne faut plus dire ça, c'est fini, ça. Ça, c'était avant, ça. C'est une vieille génération, ça se voit. Non, parce que c'est vrai, c'est ce mot-là qu'il faut peut-être dire aux enfants. De ne pas avoir peur de ça, d'aimer l'autre. Mais aimer l'autre, ça demande aussi de s'aimer. Ouais.
Parce que derrière le racisme, les hiérarchies, souvent, c'est une bonne façon, en méprisant les autres, de se prouver qu'on a de la valeur. C'est pour ça que c'est compliqué parfois. Voilà. Merci Lilian pour ce débat. Nous allons continuer ensemble. Merci à vous. Parce que le débat va continuer avec les bouquins. Voyez de Lilian. Nous allons faire des séances de dédicace. J'ai une question à poser. Vraiment très Écoutez, madame, qui êtes-vous? Je m'appelle Madame Zou. Enchantée, madame Zou. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? J'ai quelque chose à vous dire. Vous pouvez donner le micro? Vous pouvez donner au micro à madame? Nos enfants. Vous êtes antillaise? Vous êtes antillaise ou pas? Non, je ne suis pas antillaise. Vous n'êtes pas ultramarine? Bon, je suis des îles Comores et de Madagascar. Alors, c'est très près de Nice. Je suis niçoise. Je suis une femme du monde. Bon, voilà. Alors, j'ai une question. Parce que nous avons des enfants noirs qui font tout pour entrer dans la fonction publique en tant que gendarme, en tant que policier, en tant que CRS. Et ces enfants-là, ils souffrent quand ils rentrent dans la gendarmerie ou police parce qu'ils sont noirs. Ils subissent déjà en tant que noirs avec, je ne veux pas dire la hiérarchie, mais avec les collègues, et à l'extérieur aussi, ils souffrent. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces enfants-là? Parce que le soir, quand ils rentrent, quand ils se lèvent pour aller au travail, ils ont mal au ventre. Ils se disent, qu'est-ce qui va m'arriver encore ce matin? Qu'est-ce qu'on va me dire encore avec les collègues qui disent, ah, vous puez, ah, les noirs, vous sentez mauvais, ah, ceci, cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces enfants-là, nos enfants noirs qui font tout pour rentrer dans la police, dans la gendarmerie, CRS, et qui souffrent parce qu'ils sont là, ils se disent, est-ce que je démissionne, est-ce que je quitte, parce que je ne suis pas bien. Voilà. Alors il faut vraiment faire quelque chose pour aider ces enfants-là. Merci. On va vous répondre après à un autre rendez-vous. Donc on va essayer avec les bouquets qui ont déjà été achetés de faire les dédicaces. Voilà. Merci. Alors, comment? Non. On a dit à 20h. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voulez me piéger? Non, parce qu'en fait, je vous explique. Parce qu'en fait, ça reste entre nous. J'ai rendez-vous avec mon fils qui m'attend pour dîner. Si j'arrive trop tard, il sera plus là en fait. Parce qu'il doit rentrer, parce qu'il a l'internat, il doit rentrer, et demain matin, je prends l'avion, comme ça, je l'aurai pas. Voilà, bon, bref. Alors, je finis avec madame. Vous savez, je vais vous raconter ce que je raconte à mes enfants depuis petit. Je leur dis, voilà, nous sommes dans une société où peut-être vous allez rencontrer des gens qui vont vous discriminer sur la couleur de votre peau. Donc il faut faire très attention. Ne croyez jamais ce que certains peuvent dire sur votre couleur de peau. Parce qu'en fait, les gens sont éduqués à se penser parfois supérieurs à vous parce que vous avez cette magnifique couleur de peau. Donc je raconte l'histoire liée au rapport entre couleurs de peau. Donc ça veut dire que quand ça va arriver, ils sont vaccinés déjà. Ils savent que les autres ont un problème. Mais par contre, je leur dis, il faut éduquer les personnes qui vont tenir des propos négatifs sur votre couleur de peau, parce qu'il faut les éduquer, parce que sinon ils vont continuer encore et encore. Et donc, il faut leur expliquer qu'ils tiennent ce discours parce qu'en fait, ils sont persuadés que être blanc, c'est mieux. Et je pense que très souvent, les gens qui s'amusent à ça, c'est parfois... ça les amuse, mais parfois, ça les emmène à vous rabaisser et à se rassurer. C'est historique, c'est comme on se moque des femmes, on les dévalorise, parce que ça valorise l'homme. Et je pense qu'il faut comprendre ce qui se joue derrière.
Et très souvent, les enfants souffrent de ça parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se joue. Parce que, encore une fois, si vous savez l'histoire, vous ne souffrez pas. Vous avez les armes intellectuelles pour répondre à ces gens-là. Et vous n'avez pas de doute que ces personnes ont un réel problème. Et quand vous êtes une personne noire, dans ce cas-là, je pense qu'il est très important de comprendre l'histoire. C'est très important. Parce que sinon, vous finissez, comme il y en a beaucoup malheureusement, à vous mépriser. On va vous dire que les cheveux que vous avez, c'est pas bien. Que la couleur que vous avez, c'est pas bien. Et vous finissez par rentrer dans des codes pour essayer d'être proche de la norme. Et donc, s'ils ne veulent pas s'offrir, il faut simplement qu'ils comprennent la réalité des choses et qu'ils aient les armes pour répondre. Et quand ils répondent, voilà, ils sont aussi saqués parce que, ah oui, vous répondez... Oui, mais vous savez, ça c'est sûr. Mais au moins, ils savent qu'ils n'ont pas de problème. Parce qu'en tout cas, il faut répondre. Ça, c'est sûr. Comment? Ben écoutez, je vais passer par la signature et je vais devoir vous quitter exactement là tout de suite, à 20h30.